On nous a servi un nouveau sondage plutôt intéressant au déjeuner ce matin. Un sondage léger, Journal de Montréal TVA, où on apprend que Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, pourrait avoir un effet positif sur les intentions de vote du Parti libéral du Québec s'il devient chef. Bon, on part pas en peur, là. D'abord, il est toujours en réflexion. Il faudrait aussi qu'il se lance dans la course à la direction et qu'il soit élu chef. Mettons qu'il reste quelques étapes à franchir. Mais c'est quand même intéressant. Intéressant aussi de décortiquer les appuis du Parti québécois, toujours premier dans les intentions de vote, avec l'appui, entre autres, d'un nombre important d'électeurs qui ne sont pas souverainiste. Et puis, le taux d'insatisfaction à l'égard du gouvernement Legault est élevé. Bref, c'est tout un menu du midi. Voyons comment il déguste ce menu avec l'effet mordu. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour tout le monde. OK, il y avait beaucoup de chiffres dans le sondage de ce matin. Regardons tout d'abord les intentions de vote. C'est assez stable. Le Parti québécois, toujours en avance. Vous voyez la variation également au milieu du tableau. La CAQ à 25 Québec solidaire 16 le Parti libéral 15 et le Parti conservateur 11 Là où ça devient intéressant, c'est quand on fait un peu de politique fiction et qu'on ajoute Denis Coderre dans l'équation. Avec Denis Coderre comme chef du PLQ, qu'est-ce que ça donnerait? Toujours 31 pour le Parti québécois, 23 pour la CAQ, 21, donc plus 5 pour le Parti libéral, 14 pour Québec solidaire et 9 pour le Parti conservateur. Michel! Oui! Y a-t-il un effet Coderre? Oui! Michel est de bonne humeur ce matin. Tellement de bonne humeur, là. Vas-y. Mais non, mais ce serait le comble du malheur s'il fallait qu'une candidature comme celle de Denis Coderre ne fasse pas bouger l'aiguille des libéraux. Ah. Essayez d'imaginer ça, ça serait épouvantable. Alors, oui, ça a un effet indéniable. Et ce qu'on espère, c'est que ça a un effet aussi chez les francophones en région. Et comme M. Coderre est un homme de terrain, et c'est une de ses grandes forces, cette capacité d'aller vers la population, sa capacité de communiquer aussi avec une frange de cette population-là. J'ai aucun doute qu'il va permettre à ce parti, s'il se lance, évidemment, mais dans mon esprit, c'est assez évident que le désir de se lancer est très fort. C'est évident qu'il va faire bouger l'aiguille d'une certaine façon. C'est aussi évident dans mon esprit que la façon dont il va mener sa campagne à la chefferie va quand même être aussi déterminante. Et est-ce qu'il saura aussi attirer d'autres candidats qui ont une notoriété, je dirais pas aussi grande que la sienne, mais presque, ou d'autres candidats qui auront une expérience et qui auront aussi à proposer aux Québécois une vision d'avenir et qui seront capables de faire contrepoids très certainement au souverainisme, mais pas uniquement. Je veux dire, c'est facile de dire on va revivre ce duel entre fédéralistes et souverainistes, mais je pense que les Québécois veulent aussi avoir des contenu et une vision qui va rejoindre leurs préoccupations. Alors, ça va être extrêmement intéressant. C'est un résultat de notoriété, ce qu'on constate ce matin. Oui, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a à nous proposer, M. Coderre, mais j'ai toujours cru que ça prend quelqu'un qui a cette notoriété pour faire bouger l'aiguille dans les circonstances actuelles. Regardez Fred Beauchemin, qui est très peu connu. Il est 3%. Uniquement à 3 Alors, ce serait vrai pour d'autres candidats qui ne seraient pas connus. Je pense que la feuille de route, dans le contexte du Québec actuel, devient un critère important. Réaction de Denis Coderre, Dimitri. Il nous a transmis ça ce matin. Mettons que ça aide la réflexion, mais c'est toujours éphémère. Chose certaine, ça confirme la réaction que je reçois en région. Comme je dis souvent, la cuisine envoie un message au salon. J'adore! OK, ça veut dire quoi, Qu'est-ce que ça veut dire, Dimitri? Qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, je ris comme un malade depuis ce matin, juste en pensant à cette expression, tout en n'ayant aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Michel, vous savez... Moi, je vais faire une tentative. Ça veut dire que
ceux qui ont les mains dans la pâte ont le plus de chances de succès que ceux qui sont des spectateurs de salon et qui regardent ça un peu de haut. Alors lui, il dit, moi, je suis un homme de terrain. Moi, je connais, monsieur et madame, tout le monde. Je vais mettre mes mains dans la pâte et je vais avoir ce succès parce que le gâteau que je vais préparer va être savoureux. Ben, merci pour la traduction. J'en sais rien, là, c'est une tentative. Denis fait dire merci. Il n'avait pas pensé à celle-là. C'est très logique. OK, Dimitri, l'effet Coderre, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pensez que c'est réel? C'est pas à moi de le dire, c'est aux Québécois de le dire. Et la réponse, c'est oui. Écoutez, sa notoriété, puis en politique, il y a des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment pas. Mais quand je vois ce sondage qui met les libéraux coude à coude avec la CAQ, le PQ demeure quand même en 32 cela veut dire pour moi très clairement que Denis Coderre est le réel front-runner. Écoutez, regardez le sondage léger. Parmi les électeurs libéraux, 27 Denis Coderre. Marois Risky, 10 Marc Tanguay, qui est le chef de l'opposition officielle et le chef par intérim, 12 Frédéric Beauchemin, 3 Donc, écoutez, ça va faire toute une conversation avec lui-même pendant qu'il fait son chemin de pèlerinage à Compostelle, parce qu'avec des chiffres comme ça, c'est difficile à résister. Mais quand même, M. Coderre doit se poser des questions importantes. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il veut réellement consacrer les 10 à 15 prochaines années de sa vie à la vie publique encore une fois? C'est quand même une décision majeure. Mais écoutez, avec un sondage comme ça, je ne vois pas comment quelqu'un, quelque part, va sortir pour dire « je suis prêt à compétitionner contre Denis Coderre ». Même Marois Risky, le résultat, c'est que Mme Risky, clairement, c'est une favorite des médias, mais clairement pas une favorite des Québécois. Je mets un petit astérisque sur le résultat du vote auprès des intentions de vote auprès des libéraux. C'est 107 l'échantillonnage. C'est 107 personnes qui ont répondu. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, en effet. C'est vraiment pas beaucoup. Puis le candidat le plus populaire, c'est Monsieur je ne sais pas, refus de répondre aussi à 33 mais quand même. Françoise. On sait qu'aux États-Unis, Nikki Haley a perdu contre les je ne sais pas qui, là. Alors, on sait jamais. On sait jamais. Moi, ce qui m'inquiète de ce sondage, et ça devrait inquiéter fortement la CAQ, parce que de voir que ce qui était sa force à la CAQ lorsqu'on l'a porté au pouvoir en 2018, c'était le fait que ce n'était plus la vieille bataille des vieux partis, puis bon, oui, c'était pratiquement la renaissance, on change de registre et ainsi de suite. Et là, on voit que l'effet de retourner aux anciens partis est là fortement, est là avec le Parti québécois depuis plusieurs sondages, en fait, depuis l'automne dernier. Et on commence à le voir aussi parce qu'il y a un candidat d'envergure qui se dessine du côté du Parti libéral du Québec. Ça fait longtemps que je le dis. Là, François Legault trônait dans les temps où il était super populaire. Il n'y avait pas d'opposition. Il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon qui commençait à émerger et ainsi de suite. Là, il va commencer à avoir pas mal de monde là, sur la ligne de départ et ça risque de rendre la politique québécoise électorale extrêmement intéressante. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire, par contre. Ça sera à suivre. Voilà, puis c'est pas dit que Denis Coderre sera le candidat aussi, on verra. André Pratt, à un moment donné, dans une entrevue, nous a dit c'est comme le premier qui ouvre la course pour les autres, pour attirer les autres dans la course. Puis si on pousse l'allusion un peu plus loin, c'est comme en cyclisme. Vous savez, quand ils partent en échappée, le peloton, il y en a un qui pédale devant puis qui brise le vent pour les autres, qui mettent un peu moins d'énergie, mais c'est jamais le premier. Mais le premier, c'est Fred Beauchemin, Sébastien. Pour être un peu plus lucide là-dessus. Qui? Oui, mais faisons la discrétion. M. Beauchemin a annoncé qu'il songeait, qu'il allait briguer
puis Ouais. on passe à autre chose. Il y a eu une crevaison depuis. Oui, c'est ça. Il a eu exactement, il a eu une crevaison parce qu'il a été très refroidi par ce qui lui est arrivé, les allégations d'harcèlement psychologique qui sont réglées à l'amiable. OK, Jean-François, rapidement sur Denis Coderre, parce que je vais vous entendre sur le PQ aussi. Jean-François. Ben, d'abord, cette idée que, puisque Denis Coderre est là, puis qu'il y a un effet Coderre, ça va attirer d'autres gens, c'est une vue de l'esprit pur. C'est de la pensée magique de gens qui ne veulent pas que ce soit Denis Coderre, parce que vous imaginez, déjà, ça aurait été un chemin de croix de diriger le PLQ. S'il faut en plus battre Denis Coderre, qui est en avant de toi dans les sondages, ben, franchement, on va rester chez nous, là, vont se dire ces gens-là. Alors, je pense qu'à partir du moment où on verra, mais je m'avance. Et je pense que peut-être que des gens vont se présenter pour être des ministres de Coderre, pour avoir de la notoriété. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais pour gagner, c'est autre chose. Maintenant, moi, j'ai l'absolue conviction que Denis Coderre a décidé de se présenter. Tout le reste, c'est de la mise en scène. Je regarde, si on décompose le sondage, on voit que par rapport à Marc Tanguay, Denis Coderre fait passer le vote francophone libéral de 7 à 13, le vote anglophone et allophone de 47 à 50, le vote montréalais de 23 à 29. Il n'y a pas beaucoup d'impact à Québec. Il nous a dit qu'il voulait se présenter à Québec. Il fait passer de 6 à 10 à Québec. C'est pas suffisant pour gagner dans un comté. Vous allez me dire que c'est tôt. Mais donc, il y a un réel impact. Sur Marois Risky, écoutez, même si c'est vrai là, que l'échantillon est faible, il dit quand même ce qu'il dit. Et puis, si on se souvient du jour où on a demandé à Mme Risky ce qu'elle pensait du mandat de Denis Coderre à Montréal, elle s'est mise à rire. Aujourd'hui, si on demandait à Denis Coderre ce qu'il pense de la popularité de Marois Risky chez les libéraux, il pourrait lui rendre la pareille. OK. Oh, OK. Absolument. Bon point. Parlons du Parti québécois parce qu'il y a des chiffres intéressants. On se pose la question depuis plusieurs mois. On constate la montée dans les sondages du Parti québécois, puis on se demande un peu qui est allé appuyer le Parti québécois. Est-ce que c'est des gens qui y vont par conviction, donc sont-ils souverainistes, ou qui y vont parce qu'ils sont à la recherche d'une alternative au gouvernement actuel? Puis dans le sondage de M. Léger, on voit, on commence à avoir des débuts de réponse. Donc l'appui à la souveraineté du Québec, parmi les électeurs péquistes, il y en a 72 qui appuient la souveraineté, mais regardez, il y en a 24 qui appuient le PQ sans appuyer la souveraineté. Alors, Jean-François, est-ce que ça fragilise d'une certaine façon les chiffres du Parti québécois? C'est pas nécessairement des gens, on ne sait pas, là, peut-être qu'ils vont voter pour le PQ aux élections, mais y a-t-il là-dedans une certaine fragilité? On peut le voir comme on veut. C'est par rapport à quoi? Avant, c'était 80-82 %. Maintenant, c'est 74 %. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des caquistes nationalistes non indépendantistes qui sont passés au PQ. Donc, plus les caquistes nationalistes passent au PQ, plus le nombre d'électeurs péquistes qui votent pas oui augmente. Alors, la réponse de Plamondon ce matin, c'est dit, maintenant qu'ils sont chez moi, je vais pouvoir leur parler. Donc, ils sont en transition. Donc, c'est son défi de les amener en transition. Mais je ferais remarquer qu'il reste 33 % d'électeurs caquistes actuels qui voteraient oui à un référendum. Mm-hmm. Donc, tu sais, si on dit... pour moi, là, ce sondage ce matin, là, si j'étais au bureau du premier ministre Legault, je serais extrêmement rassuré. Et je vais vous dire pourquoi je serais rassuré. C'est parce que, absolument, je pense qu'il y a un grand soupir de soulagement parce que le sondage a été fait juste après la semaine terrible où on a parlé de 100 $ pour acheter un accès au ministre et juste après que le premier ministre ait commis la grosse gaffe de dire si c'est comme ça, je joue plus, ça fait que j'en aurai plus de dons, puis je ne veux plus que personne ait des dons. Et c'était une catastrophe. Alors, normalement, ils auraient dû baisser de 3 points pendant la période de sondage, mais ils n'ont pas baissé. Ils sont restés statistiquement stables. Alors, ça veut dire que peut-être que la CAQ a atteint son plancher. Peut-être. Mais cependant, pour Plamondon, il sait qu'il reste à la CAQ 13 % des caquistes qui le préfèrent, lui, comme meilleur premier ministre, et 33 % des caquistes qui sont souverainistes. Alors, donc, on est vraiment dans un moment d'incertitude en attente des prochains sondages pour savoir si on a maintenant atteint les niveaux stables pour un bout de temps ou s'il y a encore du changement. Mais pour les caquistes, là, franchement, ils pouvaient s'attendre à une chute de quelques points à cause de la semaine toxique qu'ils ont eue. Dimitri.
Oui, mais en même temps, nous sommes en train de voir, grâce bien sûr aux appuis qui mettent le PQ à la première place, que M. Saint-Pierre Plamondon, lentement mais sûrement, est en train de piétiner vers l'ambiguïté. Souvenez-vous, il y a seulement quelques 6 mois, il disait, puis ça c'est le Journal de Québec, PSPP s'engage à tenir un référendum peu importe le niveau d'appui à la souveraineté. Puis là, il est en train de devenir un politicien classique. Il joue dans la nuance. Il dit, on va faire des consultations publiques, puis si minoritaires, si majoritaires. Il est en train de prendre le recul traditionnel de ses prédécesseurs, comme le brillant Jean-François Lisée ou Mme Marois. Non. Qui disait, c'est pas la première priorité. Et c'est là où je pense, encore une fois, on va retourner potentiellement à ce vieux débat où les fédéralistes, le Parti libéral du Québec, va refaire la question de l'urne. C'est un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance, malgré le fait qu'il commence à nuancer ses propos. Voilà. Il y a eu un flou ce matin, puis on a essayé de dissiper le flou sur l'idée de la consultation publique d'abord, puis je vais vous montrer par la suite. Je vais juste faire une explication sur la consultation publique, puis après ça, le tweet de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, les péquistes disent on utilise cette formulation-là beaucoup depuis quelques années, consultation publique. Populaire. On parle moins de référendum. Ça s'appelle une élection, ça. Ils admettent que référendum, c'est plus chargé que consultation publique. Donc, il y a un choix politique dans les mots utilisés, mais consultation publique, ça peut vouloir dire référendum. Est-ce que la question du référendum, ce sera est-ce que vous voulez que le Québec devienne un pays, oui ou non? Ou est-ce que ce sera est-ce que vous voulez que le Québec reste une province du Canada ou devienne un pays? Bon, sur la formulation, on verra, mais ça va prendre la forme d'un référendum. Maintenant, sur l'idée que si M. Saint-Pierre Plamondon est à la tête d'un gouvernement minoritaire en 2026, est-ce qu'il va présenter un projet de loi pour déclencher cette consultation publique? Puis là, il répond sur Twitter. Il a répondu un peu flou ce matin, mais là, il précise sa pensée sur Twitter, sur X. « J'ai été à nouveau on ne peut plus clair ce matin. Le PQ tiendra une consultation populaire, ah oui, c'est consultation populaire, où nous proposerons aux Québécois de devenir un pays indépendant, et ce, dans un premier mandat. » Donc, il persiste les signes sur la consultation dans le premier mandat. Or, pour tenir ce référendum, nous devons déposer un projet de loi sur l'avenir du Québec qui inclura la dite consultation. Pour faire adopter un projet de loi, ça prend une majorité de parlementaires qui sont prêts à l'appuyer. Notre engagement est très clair. Qu'il soit majoritaire ou minoritaire, un gouvernement du PQ présentera un tel projet de loi. Est-ce que c'est clair pour vous? Ah, ça continue. Si nous sommes majoritaires, notre majorité parlementaire votera pour la tenue d'une consultation populaire sur l'indépendance du Québec. Si nous sommes minoritaires, nous tenterons de convaincre une majorité de parlementaires d'appuyer la tenue d'une consultation populaire. C'est aussi simple que ça. C'est complexe quand même. C'est clair. Michel, est-ce que c'est clair? Bien, pour moi, c'est clair. D'accord. Sincèrement, pour moi, c'est clair. Et ça renforce ce qu'on a toujours dit là-dessus. Il est cohérent depuis le début qu'il dit que ce sera le cœur de son engagement politique et il respecte cette parole-là. Maintenant, s'il est minoritaire, il va avoir... puis que, mettons, qu'il est battu, que le PQ est battu sur la consultation, il faut juste être conscient qu'il va avoir des conséquences politiques à ça. Mais attendez, qu'on le veuille là. Ou pas, qu'on le veuille ou pas. Mais il peut être minoritaire, mais Québec solidaire va être placé dans une situation où ils vont être dans la situation de devoir que les bottines suivent les babines, puis de dire on est souverainiste, mais on vote en faveur du projet de loi présenté par un gouvernement minoritaire du PQ, non? Oui, mais en plus, dans le sondage ce matin, il y a une grosse proportion, là, j'oublie le chiffre, des membres du Québec solidaire qui sont pas indépendantistes. Bien, 59 Alors, c'est ça, 59 Alors, c'est énorme. C'est énorme. Alors, l'exécutif du parti et son chef et la députation nous diront qu'ils sont indépendantistes, mais si leurs militants ne suivent pas, ils vont être mal pris. En effet, vous avez entièrement raison de le dire. Mais revenons au Parti québécois. C'est presque le beau risque qu'il prend. Mais moi, je salue cette capacité jusqu'à maintenant de maintenir cette conviction et cet engagement. Et là, avec ce que vous venez de lire, Sébastien, pour moi, c'est très clair. Maintenant, le petit doute
Est-ce que la consultation populaire, Jean-François, et le référendum, c'est exactement la même chose dans l'esprit du PQ? Ça, éclaire-nous, Jean-François, parce que je ne suis pas totalement convaincue. Moi non plus. Ben, il m'arrive de leur parler. C'est que lorsque Louis Bernard pour René Lévesque ont écrit la loi sur les référendums, ils l'ont appelée la loi sur la consultation populaire. Ce qui fait que, bon. Et comme Sébastien l'a dit, puis moi, je suis pas d'accord avec mes amis péquistes qui disent ça. Alors, comme Sébastien l'a dit, pour certains péquistes, le mot référendum est encore chargé négativement parce qu'on les a perdus. Et donc, consultation populaire, c'est plus positif. Moi, je leur dis, oubliez ça. Le monde va penser que vous essayez de finasser, puis il ne faut pas qu'ils pensent ça. Ben, c'est ça. Vous voulez tenir un référendum, dites référendum. Et puis, dans le tweet de Plamondon ce matin, il dit les deux, comme si c'est des synonymes parfaits. Mais moi, je leur dis, oubliez les synonymes parfaits, utilisez le mot référendum, puis comme ça, il n'y en aura pas d'ambiguïté. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.